Victor Wembanyama doit-il être élu défenseur de l'année ? Et oui, la question se pose. Et déjà, en soi, c'est vrai que c'est assez étonnant que la question se pose. Aujourd'hui, au mois d'avril ou au mois de mai, je ne sais pas quand cet épisode sera publié, mais c'est vrai qu'en fin de saison, le fait que Wembanyama soit carrément dans la conversation défenseur de l'année, je pense qu'on était une majorité en début de saison où si on nous avait présenté cette possibilité, on aurait réagi peut-être de manière prudente en disant quand même pas de suite. Mais c'est vrai que il est dans la conversation du défenseur de l'année. Et bon, qu'en est-il du débat ? C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué en fait. C'est toujours un peu difficile de débattre de ça parce que il y a quand même une réalité qui est que les intérieurs ont plus d'impact que les extérieurs. C'est pas qu'une question de, c'est pas qu'un biais des votants. C'est pas que, alors peut-être, je sais pas, mais il y a quand même de vraies raisons derrière. On va peut-être on les expliquera. En effet, on l'a déjà fait si vous voulez quand Marcus Smart avait eu un trophée de défenseur de l'année, justement en 2022. Donc si ça vous dit, je peux vous renvoyer vers là. Mais en effet, il finit l'année Wembanyama en tant qu'un des tout meilleurs défenseurs de l'année. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ce débat autour du défenseur de l'année et de n'importe quel trophée individuel finalement parce que on a toujours ce biais collectif avec les trophées. C'est-à-dire que, typiquement pour le MVP, on va pas vouloir le donner à quelqu'un qui n'a pas un bon bilan collectif, alors que, peut-être, il y a des fois où le meilleur joueur du monde n'est pas forcément dans une des meilleures équipes du monde. Et, en effet, le talent autour de soi, finalement, ne suffit pas à faire que l'équipe soit nécessairement tout en haut, quoi. Donc, on peut avoir parfois, je prends l'exemple de MVP, mais parfois un peu ce truc de, imaginez le tout meilleur joueur du monde et le clair meilleur joueur du monde, qui n'est pas dans le top 3 de sa conférence, voire même top 5, top 6, oui, ça peut arriver, techniquement, parce que si l'effectif autour n'est pas bon, et vraiment pas bon, un homme, et même le meilleur du monde, ne peut pas tout relever pour être top 3 de sa conférence. D'ailleurs, on a eu un exemple assez récent, c'était 2022, si je dis pas de bêtises, l'année où tout le monde est blessé à Denver, où Jokic est le MVP, ça n'a pas plu forcément à tout le monde. Bon, au-delà du fait aussi que dans les trophées, certains ne veulent pas juger, il y a un peu un truc particulier. Alors là aussi, on a fait un podcast avec Antoine Tartrou. Si ça vous dit, le podcast sur les MVP, le débat autour du débat du MVP qu'on a fait l'an dernier, si ça vous dit. Mais voilà, il y a aussi ce truc où tout le monde n'a pas la même définition. La NBA ne donne pas de définition. Beaucoup de monde aime bien, et moi compris, prendre most valuable en général, mais pour la défense c'est pareil, c'est celui qui est le meilleur en fait, qui apporte le plus, et donc celui qui impacte le plus, c'est celui qui est le meilleur par définition. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup aiment bien dire non mais il faut certains critères, il faut quand même que tu fasses partie de la meilleure équipe du monde si tu veux être MVP, ou alors donc si on transpose ça un peu avec la défense, puisque le cas très polarisant de Wembanyama rentre un peu là-dedans, tu ne peux pas être défenseur de l'année si ta défense n'est pas bonne à l'échelle collective. Et moi j'appelle ça un biais parce que je suis pas trop d'accord avec ce raisonnement et je trouve que on donne trop de place au collectif et finalement au supporting cast autour. Donc là en l'occurrence au supporting cast défensif, on lui donne sans doute trop d'importance et on imagine que plutôt on lui donne pas assez d'importance surtout et peut-être qu'on surestime à quel point un individu peut tout changer. Voilà, Jokic, ça a beau être le meilleur joueur du monde, quand il joue avec Campazzo et je sais même plus qui est-ce qu'il y avait cette année, je sais pas s'il y avait Jeff Green déjà ou des mecs comme ça, quand Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont blessés, non, Jokic, même si c'est le meilleur joueur du monde, il peut pas à lui seul faire que l'équipe soit dans le top 2, top 3 de sa conférence. Non, c'est peut-être surestimer l'impact de un joueur. Et avec Wembanyama, je pense que c'est un peu pareil. Donc on arrive un peu à ce carrefour un peu philosophique, si on peut dire, entre ceux qui vont plutôt regarder certains critères, un peu un dossier, comme on dit parfois, certains aiment bien utiliser le mot dossier de il faut être bon individuellement, mais pas que, il faut aussi que l'équipe autour soit bonne, parce que c'est un reflet de à quel point tu es bon individuellement. Il faut, entre guillemets, le cas statistique, et je dis bien entre guillemets parce que je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que les stats c'est juste un reflet de la performance, donc si tu évalues correctement la performance, tu le fais avec les stats. Mais bref, donc c'est pas des choses séparées. Mais voilà, donc il y a d'un côté cela, peut-être, et moi je fais plutôt partie de la catégorie, non, on évalue le niveau de chacun et c'est pas grave. Si le collectif autour n'est pas bon, c'est pas que de la faute du joueur, c'est peut-être aussi que on a un contexte à prendre en compte. Donc c'est là-dessus où je pense que pour Wembanyama cette année, il y aura sans doute un certain biais collectif. Donc premier
premier dilemme philosophique peut-être. Mais moi, je tranche plutôt pour le côté, si c'est le meilleur défenseur intrinsèquement et que, on lui donne, quoi. Il y a pas de souci. Si c'est le meilleur, mais que les Spurs sont quand même la 25e défense parce qu'autour, c'est absolument catastrophique, c'est pas grave, on lui donne. C'est un trophée de qui est le meilleur défenseur individuellement. C'est pas un trophée de qui a la meilleure défense. C'est pas pareil pour moi. Bref, donc on a un premier dilemme là-dessus philosophique, je pense. Après, on en a un deuxième qui est peut-être au niveau de la saison de Wembanyama en soi, dans le sens où, là encore, je pense que la NBA a instauré la règle des 65 matchs, mais ça distingue bien aussi deux façons de penser, qui est-ce qu'on prend le niveau aujourd'hui, ou est-ce que on prend la valeur cumulée, entre guillemets, sur la saison? Est-ce que, pour décerner qui a été le meilleur défenseur de l'année, est-ce qu'on dit qui est le meilleur notamment à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on dit non, il faut prendre en compte une espèce de valeur cumulée, où à chaque match, si on doit un peu le modéliser philosophiquement, c'est à chaque match tu apportes tant de points, et à la fin c'est aussi celui qui a le plus de points, quoi. Juste on fait la somme de chaque match, la somme des valeurs à chaque match, etc. Ce qui fait que, en effet, peut-être que certains qui sont plus irréguliers dans la saison, ou le cas de jeunes joueurs comme Wembanyama, qui a fini l'année beaucoup plus fort que ce qu'il ne l'a commencé, il y a peut-être un peu un côté, je vais pas dire biais, mais peut-être que certains voient plutôt, et surtout avec ce biais de récence, si c'est vrai que c'est un biais, c'est vrai que c'est un biais. En tout cas, certains voient plutôt le niveau actuel. On va pas parler en biais, on juste préfèrent voir le niveau actuel de manière consciente et volontaire, alors que peut-être que pour d'autres, ils vont dire, non, même si, il n'était pas aussi bon dès le début d'année. Donc, vu que c'est un trophée qui doit refléter l'ensemble de l'année, on peut pas forcément lui donner autant de crédit au début qu'à la fin. Donc, sur le côté somme totale, valeur cumulée, peut-être qu'il va être en dessous de certains. Donc ça, c'est aussi potentiellement un obstacle, ou en tout cas un élément de réflexion, à mon sens. Mais je mettrai tout de même de suite une nuance là-dessus. Pour moi, on a déjà parlé sur le Basket Lab. J'ai fait un best-of, si vous voulez, un best-of sur YouTube de tous nos passages sur le Basket Lab, et vous voyez qu'en 2 heures d'émission, on passe de tout début de saison jusqu'à la fin, on passe de ah ouais, c'est pas mal, mais bon, là c'est pas parfait, en fin de saison, c'est l'émerveillement total. Et notamment la dernière saison régulière, notre dernier hebdo du lundi, c'était la spéciale Wembanyama, où il a été fabuleux contre Jokic, contre Curry, contre les Knicks, etc. Donc oui, on a répété toute l'année la vitesse de progression et la dynamique de progression semaine après semaine et mois après mois, elle a été stratosphérique, d'une part, et deuxièmement, j'ai aussi envie de dire inédite. Moi, je n'ai pas en mémoire quelqu'un qui, à ce point, évolue autant entre le début de saison et la fin, mais surtout même, comme dit, par tranche de 2 ou 3 semaines, vous en prenez à chaque fois une différente et vous revenez 2 semaines plus tard, c'est pas le même joueur et c'est toujours meilleur, quoi. Donc oui, on a eu cet effet-là de dynamique de progression, et donc en effet, pour ceux qui voudraient un peu argumenter sur le côté valeur cumulée, oui, Wembanyama du début de saison, c'était pas celui du mois de mars et du mois d'avril, c'est vrai. Mais la nuance que moi je mets, c'est que pour moi, les progrès, notamment, sont surtout et même principalement côté offensif. Parce que, pour le coup, je trouve que défensivement, on avait déjà en début de saison un Wembanyama assez incroyable. Alors je dirais pas forcément extraordinaire, voilà, il y a quand même eu des progrès, je trouve, en termes de début de saison et en termes de fin, des progrès, en tout cas un impact qui a été différent, mais c'était pas que lui, il y a aussi une question d'utilisation, il y a une question de coaching et peut-être plein d'autres choses, mais c'est vrai que de facto, le rendu en fin de saison a été meilleur qu'en début, mais on n'est pas pareil en défense qu'en attaque. Pour moi, en défense, on était déjà très bon. Et comme dit, si ça vous intéresse, allez écouter, je crois que c'est l'hebdo numéro 2, ou en tout cas l'extrait qu'on a posté sur le flux secondaire ou sur la chaîne secondaire, ou même sur le best-of, il y est, ça commence par ça, la fameuse double confrontation contre les Suns. Je sais pas si vous vous souvenez, on est fin octobre, tout début novembre, je crois même, et on est donc la double, 2 matchs coup sur coup contre les Suns, deux matchs où il fait des énormes sorties offensives, mais aussi défensives. Et dans ce podcast-là, dès le mois octobre-novembre, on dit un plus grand bien de sa défense déjà. Donc pour moi, voilà, il y a un peu cette nuance que certes, il y a eu des progrès faramineux en cours d'année, mais sans doute beaucoup plus en attaque qu'en défense. Et donc, fin du raisonnement, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que, donc pour moi, ce côté valeur cumulée, ok, en un sens, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il a déjà été très bon dès le début. Donc pour moi,
je nuance pas vers le bas avec le côté non, mais il y a eu une progression. Non. Pour moi, déjà dès le début, il était bon. Donc, on a ça. Et puis après, il y a aussi un autre piège par rapport à cette conversation du MVP, du défenseur de l'année. MVP sera peut-être pour l'an prochain. Mais il y a peut-être un autre aspect sur lequel on peut avoir des désaccords. Je donne pas forcément mon avis, hein, vous avez compris, j'essaie de pointer des endroits où on peut être en désaccord, où est-ce qu'on peut réfléchir et débattre ensemble. Donc il y avait le côté biais collectif, ou en tout cas résultat collectif versus niveau individuel. Il y a le côté valeur cumulée sur la saison, ou plutôt niveau de fin de saison, ou biais de récence, je ne sais pas. Pour moi, il y en a un autre, sans doute, qui est assez majeur avec Wembanyama, puisque Wembanyama est une anomalie du scouting. C'est quelqu'un qui ne devrait pas exister. Et d'ailleurs, son profil est unique parce qu'il rassemble des qualités, et on va les détailler, il rassemble des qualités qu'on ne retrouve absolument jamais dans un seul joueur. Donc c'est un cocktail de qualités fabuleux. Ce qui fait que il y a un autre piège, en tout cas un autre point de tension du débat, sans doute. Pour moi, il faut faire attention entre l'aspect un peu justement de scouting, et donc par là j'entends aussi de potentiel, de à quel point est-ce que le profil a telle ou telle qualité et donc à terme pourra devenir fort, et de l'autre côté, à quel point est-ce que le joueur est déjà bon. Pour moi c'est un point de tension, surtout avec des jeunes joueurs, c'est un point de tension de beaucoup de débats, qui est que parfois, et moi le premier, hein, moi le premier, on se laisse tous un peu bercer par le potentiel. On est toujours un peu rêveur là-dessus. Il y a un biais de jeunisme, un biais de potentiel, vous l'appelez comme vous voulez, mais pour moi, ça existe. Et en effet, souvent, on se laisse un peu avoir par cet effet de mais il a des qualités qui en soi sont extraordinaires. Et donc, on confond un peu niveau de jeu et qualité un peu théorique. Je pense qu'un excellent exemple là-dessus, c'est Anthony Edwards, qui pour moi, entre l'année 23 et 24, a fait des progrès exceptionnels, mais que je trouve peu de monde à noter parce que Edwards était déjà vu, l'an dernier, comme excellentissime, quasiment dans la l'élite NBA, etc. Et Edwards, c'est un peu ça. Edwards, il y a un rendu final qui a jamais été exceptionnel, en tout cas qui a toujours été imparfait plutôt. Pardon, excusez-moi, on va le formuler comme ça. Parce que efficacité, parce que choix moyen, parce que défense irrégulière, parce que playmaking un peu absent en tout début de carrière. Mais effectivement, il y avait des flashs qui étaient incroyables, Anthony Edwards. Il a toujours eu des flashs et des actions, tu fais « Ah ouais, il est irrégulier sur la totalité d'un match, tout n'est pas parfait. » Mais là, cette action, il n'y a pas tout le monde qui peut la faire. Donc, voilà, j'essaie de modéliser, je caricature beaucoup, hein, vous avez compris, mais pour faire un peu passer l'idée il y a ce schisme entre la vision un peu scouting et potentiel, et à quel point un joueur a des qualités et des outils fabuleux, d'un côté, et de l'autre, à quel point est-ce qu'un joueur est réellement à un niveau, déjà, produit un niveau qui est excellentissime. Et je dis ça d'autant plus parce que pour Wembanyama, en effet, il a tellement des outils qui sont fabuleux que je dis attention, essayons vraiment de mesurer ce qui se passe sur le terrain. Essayons de voir concrètement ce qui se passe et pas seulement de dire waouh, il a la plus grande envergure de bras qu'on ait jamais vue avec telle ou telle autre qualité et c'est un cheat code. Oui, c'est un cheat code d'un point de vue profil, mais est-ce que concrètement, on a déjà le meilleur défenseur de NBA? C'est ça aussi la difficulté d'aujourd'hui et de cette course au défenseur de l'année, c'est que on n'est pas là seulement pour évaluer le potentiel, parce que si c'est juste pour le potentiel et pour le plafond maximum à moyen et long terme, je peux vous le dire de suite, Wembanyama a un plafond qui pour moi est largement supérieur à Gobert, qui pourtant, Gobert est un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'NBA, et qui est actuellement dans son prime, et qui est patati et patata, vous connaissez l'histoire. Voilà, alors peut-être que si vous me connaissez moins, vous savez pas que moi j'ai en très très haute estime Gobert, que voilà, c'est un des meilleurs de l'histoire, un des meilleurs de la décennie précédente, qui est encore dans son prime, qui a beaucoup évolué en termes de mobilité, notamment sur les années récentes, là, et qui, tout ce qui est performance de playoff, ça a toujours été un peu un mythe, parce que quand on regarde de plus près, en fait, c'est surtout en attaque que les équipes du Jazz, elles galéraient au début, et puis ensuite, c'était surtout la cohésion défensive. Bref, on n'est pas là pour faire le cas Gobert, mais même moi qui est en extrêmement haute estime Gobert, sur le côté potentiel long terme, je pense que Wembanyama, c'est une folie. Et vous allez voir, je vais le détailler pourquoi ensuite, mais Wembanyama a un potentiel bien plus grand, mais c'est pas la question ici. La question du défenseur de l'année, c'est pas ça. La question, c'est qui est aujourd'hui, et sur la saison 2024, a été le plus impactant. Donc, attention. Attention, et d'autant plus attention avec un cas comme Wembanyama qui, comme dit, est une anomalie du scouting. Attention à ne pas confondre les deux, à pas faire un peu le flou entre les deux, à bien séparer qu'est-ce qu'il en est de le potentiel ou les outils
à quel point tel ou tel outil est absolument fantastique et à quel point déjà est-ce qu'il utilise bien les outils pour avoir des résultats. Bon, je dis ça sachant que pour moi il n'y a pas un écart si grand que ça, hein. Évidemment. Je pense que déjà on a quelqu'un qui est très bon, comme dit, comme répété, c'est pas qu'une question de scouting, c'est pas qu'une question de flash, c'est pas qu'une question de potentiel, non, on a déjà quelqu'un de très bon, mais voilà, plus globalement, quand je voulais faire un peu un point un peu philosophique sur la question des trophées, pour moi, voilà, c'est aussi un point à retenir. Le côté, si on doit un peu résumer, le côté biais collectif, parfois on peut avoir des divergences d'opinion sur comment est-ce qu'on mesure la qualité d'un joueur, hein, MVP, MIP, défenseur de l'année, tout ce que vous voulez. Biais collectif, premièrement. Deuxièmement, l'aspect de valeur cumulée versus valeur de pic, on peut dire, ou valeur actuelle, ou voilà, la valeur intrinsèque, entre guillemets, versus la valeur qui a été accumulée avec donc une certaine longévité sur la saison, et la fin de saison versus le début, quand parfois il y a des grandes progressions. Et puis le troisième point de tension de certains débats, point de divergence aussi, hein, l'aspect potentiel versus le niveau réel. Donc, voilà, attention à ne pas confondre non plus, et je pense que c'est un point important sur des jeunes joueurs notamment. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.